Hauts-de-France. Donc là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un petit retour d'usage sur une brique, un orchestrateur qu'on a rajouté sur notre plateforme. Donc on est parti d'un besoin. Donc ce besoin qui, je pense, est partagé par d'autres plateformes de données, c'est simplement d'aller récupérer de la donnée ailleurs, de l'intégrer dans notre base pour derrière, alors soit la diffuser ou la rediffuser, alimenter différents travaux, donc des travaux d'observatoire, des tableaux de bord, des cartographies, des analyses ou autres. Donc ça, voilà, c'est vraiment notre besoin, besoin qu'on rencontre quasi quotidiennement. Actuellement, ce besoin est déjà partiellement couvert en fait sur GeoOrchestra avec l'outil VRTBot. Donc j'en profite un petit peu pour faire la promotion de cet outil si certains ne l'utilisent pas. Le principe de ce VRTBot, qui est assez simple, c'est donc un programme exécuté périodiquement auquel on va fournir simplement un VRT. Donc pour rappel, ou pour explication, un VRT, donc un OGR Virtual Format, c'est un tout petit fichier qui va en fait aller pointer, donc un tout petit fichier XML de quelques kilooctets, qui va aller pointer, identifier une source de données. Donc ça peut être un CSV, ça peut être un shapefile, ça peut être un flux WFS, et donc qui va permettre, c'est un petit connecteur en fait, donc d'ouvrir cette source, soit directement via QGIS, soit via n'importe quel outil GEDAL qui supporte les formats SIG habituels, et au passage d'y réaliser quelques opérations simples. Donc, et concrètement, on va dire à ce fichier, ouvre-moi ce CSV qui est situé sur ce serveur, découpe sur telle emprise ou change quelques noms de champs. Donc, jusqu'à présent, on fonctionnait là-dessus, ça marche plutôt bien, malgré quelques limites. Mais en tout cas, ça couvre déjà une partie de ce besoin de manière assez simple et efficace. Et donc, c'est actuellement disponible déjà sur GeoOrchestra. Mais il y avait quelques besoins qui n'étaient pas couverts par cet outil. Notamment, on avait besoin d'une certaine souplesse sur les fréquences de mise à jour, puisque selon les données, certaines vont être mises à jour tous les ans, d'autres toutes les semaines, voire plusieurs fois par heure. On avait également besoin de pouvoir le déclencher manuellement. Si un utilisateur a fait une modification, il voulait tout de suite voir les répercussions dans ses outils, fallait qu'on ait cette possibilité de lancer manuellement un import de données. On a aussi eu besoin de savoir d'avoir plus de souplesse toujours pour choisir où importer cette donnée. En général dans une base Postgre, mais pas forcément. Il y avait aussi dans un monde idéal, on n'a que des standards qu'on peut lire assez facilement via un connecteur. Mais dans la pratique, on est souvent confronté à des trucs un peu faits maison, un peu exotiques, des API, des fichiers ou autres, qui sont mal ou pas pris en charge par GEDAL. Donc là, on avait besoin aussi de pouvoir traiter ces cas. Et après, pour du monitoring, de suivre un petit peu ce qui se passait, de savoir s'il y avait un import régulier qui était en vrac ou pas. Et surtout, en cas d'erreur, de aussi appliquer une politique, c'est-à-dire que là, cette donnée, elle est en erreur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écrase la donnée existante? Ou est-ce qu'au contraire, ça va casser tous les outils qui sont branchés dessus parce que des champs ont changé ou autre? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là, il y avait... J'y ai pas touché. Il faut que j'aille sur la main. C'est pas grave. Alors, pour l'instant, je vous décris ce qu'il devait y avoir. En gros, il y a une ligne qui présente le benchmark qu'on a fait sur 3 outils. Ce qu'on voit là. Donc, il y a tout à gauche N8N, tout à droite Airflow, au milieu Kestra. Kestra étant l'outil, on va préciser, que je vais présenter ici. Donc en gros, pour résumer très brièvement ce benchmark, on a testé N8N. Alors on l'a pris en main très facilement parce que une interface très simple, c'est du glisser-déposer. Ça nous a paru idéal au début, puis en fait très rapidement, on l'a trouvé peut-être un peu trop simple. Et dès qu'on avait des cas un petit peu compliqués, ce qu'on cherchait justement, des cas qui sortent un peu des sentiers battus, ce qu'on cherchait à résoudre ici, on n'y arrivait pas, on était obligé de bricoler. Donc très rapidement, on l'a un peu écarté. Et de l'autre côté de la flèche, il y avait Apache Airflow, que j'ai testé il y a quelques années, ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, qui globalement, on a trouvé un petit peu surdimensionné par rapport à nos besoins. C'est-à-dire,
très complet, mais voilà, au prix d'une prise en main peut-être trop complexe. Et finalement, si c'est pour avoir voilà, un peu une grosse usine pour n'en utiliser que 5% des capacités, ça valait pas le coup. Donc nous, Kestra, finalement, le choix s'est porté dessus parce que c'était un très bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire c'était à la fois pas trop complexe, mais pas trop simpliste non plus. Et c'est ce qui fait que ça a collé parfaitement à notre taille d'infrastructure et à nos besoins. Voilà, bon, histoire de mettre quelques aperçus, hein, quelques captures d'écran. Donc ici, c'est l'interface graphique qui va avec Kestra, qui présente le suivi en fait, des exécutions. Donc en gros, vert, tout s'est bien passé, et rouge, il y a un truc qui s'est mal passé. Quelques définitions que je vais utiliser après pour la suite de la présentation, qui ne sont pas forcément spécifiques à Kestra, mais qu'on peut trouver dans plusieurs orchestrateurs. En gros, on a un flow. Donc un flow, c'est un ensemble de tâches ordonnées. Une tâche, c'est une action, télécharger un fichier, traiter, filtrer un tableau, etc. C'est une action élémentaire. Un trigger, c'est qu'est-ce qui va déclencher ce flow. Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que c'est un déclenchement manuel? Voilà, c'est l'élément qui est déclencheur. Et une exécution, c'est un instance, c'est-à-dire une instance, pardon. C'est un flow qui a été lancé à un moment donné. C'est grosso modo, voilà, c'est assez simple. En fait, c'est les 4 concepts clés qui sont utilisés ici dans l'orchestrateur. Alors une autre capture d'écran, on voit pas grand-chose, mais en gros, ça répertorie les différents flows qu'on y a intégrés, avec à chaque fois voilà, le statut de la dernière exécution. Donc en gros, là, tout s'est bien passé. Au niveau des caractéristiques un petit peu plus techniques, puisque finalement, je pense que dans un outil qu'on utilise, ça compte aussi, si on arrive à le déployer facilement, à le mettre à jour facilement, etc. Alors ça, globalement, pareil, on n'a pas rencontré de grosses difficultés, donc un déploiement via Docker, c'est rien de plus à rajouter. Dans la partie vraiment opérationnelle, en fait, finalement, tous les flows se déclarent en YAML. En gros, c'est un gros fichier de configuration. C'est un fichier texte un petit peu structuré où on dit, voilà, on a telle tâche, suivi de telle tâche, suivi de telle tâche à la suite. Et de toute manière, voilà, l'interface de Kestra fournit aussi un formulaire no code qui permet de construire de manière transparente ce fichier YAML. Donc au choix, en fait, les deux sont interchangeables. Dans l'exécution des tâches, et ça c'est un point qui est particulièrement important, c'est que c'est très stable dans le sens où en fait chaque flow est exécuté dans un environnement isolé. Ce qui veut dire que si on a un fichier de données qu'on importe dans une base via GDAL, on va pouvoir figer la version de GDAL et dire voilà, je sais que mon truc là marche avec GDAL 3.2. Voilà, je fixe cette version là et au moins il n'y a pas tellement de surprises. Pareil, si j'ai besoin d'une base éphémère, d'une base temporaire Postgre, j'ai besoin de telle version, voilà, je peux aussi le figer. Donc il y a quand même ce côté assez robuste, puisque voilà, on peut isoler chaque tâche. Donc chaque tâche peut fonctionner avec des versions de logiciels spécifiques et différentes les unes des autres. En gros, voilà, sur la partie plus technique, chaque tâche en fait est exécutée dans un container Docker. Donc on a accès à toute la bibliothèque de conteneurs existantes, donc à n'importe quelle application. Et après, dans l'usage, finalement, vu qu'on peut y mettre un petit peu n'importe quoi, comme les tâches en fait peuvent être un peu, c'est un script, donc n'importe quel script, finalement ça convient à tous les profils. C'est-à-dire, voilà, on a certains agents qui sont plutôt à l'aise sur du SQL, du Python, du Bash, du R ou autre. Finalement, en fait, tout ça, on va pouvoir utiliser ces langages-là de manière complètement transparente, l'un ou l'autre, pour construire notre flow qui va aller importer et traiter des données. Au niveau des triggers, donc les éléments déclencheurs, alors les 3 premiers, ce sont ceux qu'on utilise régulièrement. Donc voilà, une tâche va pouvoir soit être programmée pour être exécutée à intervalles réguliers. On a la possibilité de définir un webhook. En gros, c'est une URL publique qu'on va pouvoir transmettre. Alors nous, on la transmet à nos utilisateurs qui en ont besoin.
pour qu'ils puissent déclencher eux-mêmes au moment où ils veulent, au moment de leur choix, la tâche qui utilise leurs données, sachant que les deux sont combinables, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une donnée qui s'importe régulièrement, tous les mois, mais dont on veut parfois ponctuellement forcer un petit peu l'exécution. Donc ça, le webhook nous l'apporte. Et après, il y a un événement, c'est-à-dire en fait, en gros, une tâche va se déclencher en fonction de ce qui se passe dans une autre tâche. Là, l'usage typique, c'est en cas d'erreur sur une tâche, on va vouloir déclencher quelque chose. Alors nous, on a choisi de déclencher un robot qui envoie un message sur un Mattermost, donc sur un espace de chat. Mais derrière, voilà, on peut imaginer un petit peu n'importe quoi, un appel d'API, envoyer un mail, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en dessous, deux autres triggers qu'on n'utilise pas, mais pourquoi pas un jour. Il y a un trigger vraiment spécial PostgreSQL, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va interroger régulièrement une table. Et en fait, en fonction du résultat de la table, on va pouvoir déclencher quelque chose. Donc, ça peut, alors, je n'ai pas trouvé vraiment de cas d'usage, mais ça peut servir à surveiller une donnée ou déclencher quelque chose quand une ligne particulière est intégrée dans une table. Bon, voilà, je l'ai mis parce que je trouve ça assez intéressant, même si pas encore d'utilité. Et trigger email, alors qu'on n'a pas paramétré, mais qui peut être aussi utile pour déclencher une tâche au moment de la réception d'un mail. Donc là, bien sûr, il faut configurer un client mail sur l'orchestrateur pour qu'il puisse recevoir des mails. Dans la mise en œuvre chez nous, donc forcément, on utilisait VRTBot. Donc en fait, à chaque fois quand on change d'outil, forcément, il y a une étape de migration qui, en fonction de ce qu'on a déjà sur la plateforme, n'est pas forcément négligeable. Et donc là, en fait, finalement, cette migration elle a été assez simple, puisque, je vous ai dit au début, le VRTBot utilise des VRT pour définir en fait quelle source de données doit être chargée. Là, on a conservé ces VRT, puisqu'on n'avait pas envie de les refaire, et on a simplement créé des tâches au niveau de Kestra, en gros des flows en 3 tâches. C'est-à-dire la première tâche, c'est d'aller télécharger ce VRT. Alors nous, ça tombait bien puisqu'ils étaient déjà diffusés sur notre GitHub. Donc la première tâche va être d'aller télécharger ce VRT. La deuxième tâche va être d'aller exécuter ce VRT dans OGR to OGR. C'est-à-dire qu'en gros, OGR to OGR, c'est l'utilitaire de GEDAL qui va permettre de convertir n'importe quel format, CSV, PostGIS, etc. Et donc là, on fait la même chose que faisait VRTBot, c'est-à-dire on part du VRT puis on l'importe dans notre base PostGIS. Donc finalement, on a vraiment pu capitaliser, et récupérer l'existant sans devoir se recoltiner en fait tous nos nombreux, on avait peut-être une quinzaine de flux, d'imports à redéfinir. Alors là, là on a eu donc ça, c'est des cas d'usage plus concrets qu'on a eu justement, des cas d'usage auxquels on ne pouvait pas répondre sans cette brique-là. Donc là, c'est dans le cadre d'un projet où il fallait donc des partenaires co-construisaient une base de données de structures, donc d'établissements culturels. Et en fait, nos participants, c'était pas des géomaticiens, c'était des agents chargés de mission ou autres, qui savaient, comme beaucoup de monde, utiliser un tableau Excel, qui avait déjà des infos partielles chez eux. Et en fait, il fallait consolider toutes leurs infos des différents acteurs dans une base unique. Et donc, ce qu'on leur a proposé, c'est d'utiliser OnlyOffice, qui est déjà dans notre instance via la brique Exo. Donc c'est la partie collaborative réseau social. Et en fait, l'idée, c'est que les agents remplissent un tableau Excel. Et en fait, côté Kestra, donc de manière complètement transparente, ce tableau va être ouvert et chargé dans une base, géocodée au passage, et après intégré dans une cartographie. Bon, j'ai pas l'image. En gros, c'est pas grave. En fait, là, ce qui est important, dans ce qui a été mis en place pour ce projet, c'est que côté utilisateur, il n'y a que 2 choses visibles. Il y a le tableau qui remplissent, dans lequel ils mettent le nom de la structure, le siret, et en sortie de ce truc-là, ils ont une cartographie MViewer, où ils ont les structures qui apparaissent sur la carte avec un code couleur selon le type de structure. Ça, c'est la partie visible par l'utilisateur. Ouais. Donc chaque utilisateur a son tableau et voit sa carte. Et entre les deux, la partie cachée, le lien en fait entre ces deux,
bah, c'est une tâche Kestra qui se déclenche. Donc en fait là je pourrais presque dire que sur ce cas-là finalement ça nous a je peux dire ouais, ça nous a remplacé Grist, puisqu'en fait d'un point de vue on a utilisé des briques déjà existantes pour les utilisateurs, donc il n'y a pas eu de nouveauté de leur côté, mais finalement avec ces briques existantes bah, ils ont l'équivalent de Grist, c'est-à-dire je remplis un tableau qui alimente derrière une base de données avec une mise en place finalement de notre côté assez rapide à faire. Voilà. Concrètement, ça donne. Donc là, c'est les vrais. L'image du projet. Donc on a le tableau sous OnlyOffice visible pour les utilisateurs qui alimente en fait en direct la carte Viewer avec les structures. Deuxième cas d'usage. Donc là, on est plutôt dans le cas où on a où on doit récupérer une donnée qui est fournie de manière un peu exotique. C'est-à-dire voilà, j'entends là non standard via une API ou autre. Alors là, en gros, le cas, bon, c'est un peu un cas de réalité de terrain, c'est pour récupérer des installations classées pour la protection de l'environnement. Et en fait, là, le souci qu'on avait, c'est que cette donnée était disponible via une API ou via un export shapefile. L'export shapefile ne comprenait pas tous les champs dont on avait besoin. L'API était plus riche. L'API ne permettait pas de faire un export filtré géographiquement. Donc il a fallu composer avec les deux. Et en gros, bah, là, ce qu'on a pu mettre en place, c'est... pareil, un flow sur Kestra. La première étape, c'était de télécharger le shapefile, de filtrer sur la région et de récupérer tous les identifiants de structure. Et à partir de ces identifiants de structure, on interrogeait l'API pour avoir toute la richesse de ces champs. C'était une manière finalement assez pratique pour s'adapter à la réalité de terrain. Et de ça, on en a fait une donnée qu'on rediffuse et qui est un petit peu plus propre et diffusée selon les standards. Voilà, bon après, troisième cas d'usage, alors pareil, là c'était besoin d'aller récupérer un fichier, de le déposer sur un SFTP, donc ce qui est toujours un petit peu pénible à faire parce qu'il faut un certificat FNK, SSH, etc. Bah, pareil, là, en fait, l'outil est tellement en tout terrain qu'on a pu le faire sans souci. Voilà, sinon on a traité aussi des trucs un peu plus compliqués comme des parquets, des dumps, etc. Alors j'ai des limites, enfin voilà, je vends bien le truc, enfin j'essaie de bien le vendre. Il y a quand même des limites, mais finalement j'ai dû creuser pour en trouver. Alors il y a quand même, voilà, sur les irritants, c'est des limitations qui sont dues essentiellement au fait qu'on utilise la version Community et pas la version Enterprise. Alors c'est des limitations qui vont poser, enfin c'est pas des vraies limitations, c'est-à-dire qu'en gros c'est des choses qui sur la version Enterprise sont accessibles facilement via l'interface. Là vont nécessiter d'aller déclarer des variables sous Docker ou autre. Un seul compte d'accès, c'est-à-dire qu'on n'a on n'a pas la possibilité d'utiliser plusieurs comptes. Bon, on est 3 administrateurs, on partage le compte, c'est pas si gênant que ça, mais bon, je pense que ça vaut quand même le coup d'être pour nous, ce n'est pas gênant. On n'a même pas regardé, pour le coup. Et enfin voilà, donc la gestion ce que je disais tout à l'heure, la gestion des secrets. Donc en gros, tout ce qui est mot de passe, tout ça, peut pas se gérer directement dans l'interface. Il faut aller le rajouter dans les variables Docker. C'est quelque chose qu'on a fait au début. Mais voilà, on a réussi sans trop de soucis non plus. Et en bilan, finalement, donc cet outil, en fait, c'est devenu assez rapidement une brique essentielle de notre instance. Bon, pareil, je le souligne parce que ça arrive très souvent qu'on teste des outils, on se dit tiens, c'est pas mal. Puis en fait, on se rend compte au bout de 6 mois qu'on ne les utilise pas vraiment. Là, ça n'a pas été le cas puisque c'est une utilisation quasi quotidienne. Niveau plutôt discipline, en fait, ça nous a obligé, enfin, ça nous a permis et obligé de regrouper tous les crons, enfin toutes les tâches qui tournaient un petit peu à droite à gauche. Là, voilà, on a une vision d'ensemble sur toutes ces tâches. Ça nous permet aussi d'apporter des réponses supplémentaires à nos utilisateurs, donc notamment des utilisateurs qui veulent utiliser une donnée qui est mal structurée parce que c'est pas les bonnes colonnes, etc. Donc là, ça nous permet nous d'assez facilement de rediffuser cette donnée sur un format plus pratique pour l'utilisateur. Et sinon ça nous a permis aussi de traiter des cas très simples, ceux qu'on traitait déjà avec VRTBot, comme des cas beaucoup plus complexes, donc ce que j'ai exposé tout à l'heure sur les API maison ou exotiques et non standards.